Donc ben voilà, c'est la 46e séance que nous organisons. Ben, le coronavirus nous a encore pas mal pompé de visiteurs, mais comme c'est filmé, donc c'est pas très grave. Nous passerons quand même à la postérité grâce à cet événement et à ce film. Alors, donc, on va vous présenter surtout les deux articles qu'Adrien et moi-même avons écrits pour le dernier Art et Culture du musée Bardet-Muller de Genève. Et donc, moi, j'ai abordé, à travers deux masques du musée, le problème des influences perses à travers certains masques du musée. Et j'avais déjà pas mal travaillé sur les influences grecques entre les cultes de Sparte, du culte d'Artémis à Sparte, et puis les masques de Monpa, Charlupène, que l'on retrouve jusqu'au Japon au 6e, 7e siècle quand ils arrivent, et qu'on retrouve déjà les brahmanes et les garudas au Japon. Et donc maintenant j'attaque plutôt le côté persan. Alors donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a un petit problème là dans la présentation, parce que dans les deux masques que je présente, il y en a un qui est bouddhique, mais l'autre qui est plutôt animiste de l'Himalaya, mais quand même entaché d'hindouisme. Alors, le premier masque que je présente, c'est celui-ci, qui est lié au rituel du Kalachakra, et il m'interpelle depuis assez longtemps parce qu'il est complètement atypique par rapport aux autres masques de l'Himalaya. On trouve bien sûr les masques en papier mâché ou en bois au Tibet, mais ce type de masque est complètement atypique. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi on trouvait ce style. Alors, on trouve aussi des masques en bois ajourés un peu dans le même esprit, mais ce type de masques qui sont liés au rituel du Kalachakra sont vraiment très particuliers. Donc voilà, c'est celui que je vous présentais tout de suite. Et voilà, ce sont donc des masques qui sont utilisés durant ce rituel que préside très souvent le Dalai Lama, et qui sont liés à des traditions extrêmement anciennes. Les premières manifestations sont vers le XIVe siècle, et ce sont manifestement des influences d'origine perse. Alors voilà, là j'ai comparé un peu avec ce type de masques, qui sont des masques qui sont actuellement exposés à Téhéran, mais qui ont été trouvés au Louristan. Alors on sait, comme il y a eu très peu de fouilles au Louristan, que pratiquement tout a été pillé, volé, ça se retrouve dans les musées, mais qu'il n'y a pas vraiment eu de... C'était une région extrêmement compliquée sur le plan politique, et il y a eu très peu de fouilles de long terme sur les sites. On se retrouve avec ce type de masque, mais sans histoire. Mais l'histoire du Kalachakra, en fait, on le retrouve, et ça, le professeur Stein et puis, en parle beaucoup. On se retrouve avec les textes de base qui racontent cette histoire, comprennent les noms de Mohamed, Moïse, Jésus et Mani. C'est quand même curieux, dans un texte de base d'un rituel bouddhique que préside le Dalai Lama, de retrouver des noms de personnages ou de divinités du Proche-Orient. Et donc, il y a manifestement une influence qui s'est diffusée depuis la Perse jusqu'à cette région. Ce qui ne veut pas dire que ce type de masque est lié à ce type de rituel, mais stylistiquement, on trouve quand même une continuité, et je pense qu'il y a quand même eu un élément de base de même nature. Mais évidemment, c'est passé par l'Empire Kushan, et il y a eu des quantités de religions qui sont passées par là et dont on sait peu de choses, mais qui sont mélangées. Et
Tout à l'heure, on verra tout à fait à la fin un élément de tapisserie que les Russes ont trouvé en Mongolie il y a 2000 ans, où on voit un roi qui offre un champignon au-dessus d'un autel de feu qui est donc lié à un culte de Zoroastre. Et le deuxième masque qui est dans la fondation Barbie-Müller est celui-ci. Et là, c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé avec Christophe du musée de Cannes, qui a beaucoup travaillé sur l'Himachal Pradesh, et donc sur les fêtes de Fagli et les fêtes de Fagli, de Bandjar et de Koulou. Et on pense que ce type de masque, en fait, est le même type de masque, et de même tradition que les masques qui étaient portés ici sur les palanquins durant les processions des fêtes de Fagli, donc de février, et c'est encore dans le cadre du basculement de l'équinoxe avec la fin de l'hiver et l'approche du printemps pour nettoyer l'environnement. Alors là, ce sont des grandes processions où les porteurs... Et donc, ce sont les divinités qui se rendent visite d'un temple à l'autre, dans des conditions extrêmement complexes aussi, et ça, Christophe en a beaucoup parlé dans ses textes, puisqu'il y a les oracles qui sont là, et quand le palanquin avec les divinités part pour saluer d'autres divinités dans un autre sanctuaire, si un oiseau passe dans le mauvais sens, les oracles décident que c'est tout à fait négatif de faire le voyage dans ce sens. On oriente complètement le cortège dans une autre direction. Donc ici, c'est le devin qui accompagne tout le cortège et que l'on retrouve après hop là, on n'a pas repris la photo. Enfin, il est en tête de cortège, il entre en transe en saluant les divinités. Voilà. Et donc voilà, en pendant de celui que je vous ai présenté de la vallée du Louristan, voilà donc le type de masque que l'on trouve maintenant en Himachal Pradesh. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points communs, même si le fait que les religions soient maintenant différentes, je vous dis, c'est le même problème que pour les autres. Le style a perduré, mais il y a eu tellement de modifications sur le plan religieux que la fonction de base n'est plus du tout la même, quoi. Comme on peut éventuellement faire le rapprochement uniquement sur le plan stylistique, mais pas sur le plan rituel. Et voilà donc la tapisserie dont je vous parlais tout à l'heure, qui a 2000 ans, que les Russes ont trouvée en Mongolie, et qui était peut-être une grande houppelande, et où on voit un roi qui est en train d'offrir un champignon, et sur la base on trouve un autel de feu, et c'est donc un rituel qui est lié à Zoroastre. Le champignon en question n'est pas un Damanite tumouche, mais un autre champignon local. Bon, je vais laisser la parole maintenant à Adrien. Merci François. Vous verrez, bon, j'ai mis pas mal quand même dans le texte de références livresques par rapport aux influences grecques et autres, mais bon, je m'en fais grâce parce que c'est quand même, après c'est de la lecture et c'est un peu ennuyeux d'entendre Merci d'être là. Alors, Laurence Matet nous a demandé d'écrire un article pour Barbie-Müller, du musée Barbie-Müller, nous a demandé d'écrire un article dans Agriculture, qui sort tous les ans, et qui est une très belle revue. Et elle m'a demandé d'écrire un article parce que notre dossier a été accepté à la Fondation culturelle Barbie-Müller. Nous sommes subventionnés pendant 3 ans pour nos recherches sur les Tchépang du Népal. Et au début, elle m'a demandé de ne pas beaucoup travailler, de ne pas écrire un article tout nouveau, mais de reprendre les éléments du dossier de demande de bourse et de les mettre dans l'article pour présenter. Ce que j'ai essayé de faire, mais ça n'a pas du tout fonctionné, le copier-coller des textes ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, on va écrire un article.
Le problème, c'est que je ne repartais pas au Népal. Donc, j'ai relu mes interviews et je suis tombé sur des éléments et j'ai pu construire l'article, notamment sur le territoire de Tchépang. Donc, c'est un peu vaste. Là, l'article s'appelle « Note préliminaire » parce que ce sont les prémices d'une recherche au sein de la Fondation culturelle Barbey-Muller et qui suit, bien sûr, ma recherche de thèse. Donc, ce sont des notes préliminaires, c'est une sorte de belle introduction, de petite introduction sur les travaux qu'on va faire dès qu'on pourra partir au Népal, ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel. Ici, une photo prise en 2012, et c'est Shurikarka, dans le Dading, pas très loin de Katmandou, et c'est le village que je vais étudier. C'est le principal village que je vais étudier, où je vais étudier les liens de parenté, où je vais étudier les lignages, où je vais étudier les deux chamans, que je mettrai en relation avec d'autres villages Tchépang et d'autres voisins, d'autres sociétés voisines, d'autres groupes voisins. Alors, je me suis demandé, donc voilà, il y a une carte, donc c'est la répartition des Tchépang, 64 000 personnes environ au recensement de 2011. Et ici, donc c'est une carte qui a été créée par la Fondation culturelle Barbey-Muller, donc je suis très content, elle est à nous et on pourra s'en servir. Et ici, chaque Tikor, c'est le point principal de mes recherches, mais aussi le Dading. Alors, comment est-ce que je pouvais écrire un article sans repartir là-bas? Eh bien, j'ai relu les interviews et Sita Tchépang de chaque Tikor dans Chitwan m'a parlé, nous décrit dans les interviews, filmé, traduit, donc j'ai pu imprimer, la cérémonie de Bangmaru. La cérémonie de Bangmaru, c'est la déesse de Bangmaru, et qui veut dire Bang, casser, et Maru, le vent. C'est le vent qui casse. Et elle commençait à expliquer, à décrire cette cérémonie, et c'était très précisément, ça ressemblait beaucoup à ce que faisaient les autres populations du Népal avec leur divinité du sol, avec leur cérémonie du sol. Toutes les autres populations, alors je schématise, évidemment que chaque population minoritaire du Népal a des spécificités sur les dieux du sol. Mais on peut dire quand même que ça s'appelle Bhumi Devta, Buyar Puja ou Sime Bhumi Puja. En quoi elle consiste dans les autres minorités? Eh bien, elle consiste à vénérer la divinité du sol tous les ans. Alors, soit les parcelles, on vénère les parcelles, donc c'est avant de creuser, avant de forger un puits, avant de construire une maison, eh bien, on va prier la divinité du sol pour que tout se passe bien sur cette construction et pour ne pas qu'elle s'agace, s'énerve. Il y a aussi cette divinité, elle est là aussi pour les récoltes, parce que sinon, eh bien, avec ces intempéries, les récoltes peuvent être ratées. Donc ces divinités sont liées à la fécondité, à la prospérité. Elles présentent à la maturation des récoltes, à la germination et à la vigueur des plantes. Elles jouent un rôle non négligeable dans les rituels agraires. Et bien sûr, on les représente sculptées, fichées, sur de simples pierres autour d'un arbre. Donc ça, c'est les divinités du sol. Elles sont intimement liées au rituel chamanique. C'est différent. Les chamans font des soins nocturnes, font des festivals qui représentent la population. Et puis il y a ces divinités qu'il faut surtout avoir de son côté parce qu'elles sont ambivalentes. Elles peuvent être très positives, mais aussi très négatives. Et lors de l'interview, j'ai lu l'interview de Sita Tchépang, et je me suis dit, c'est un peu ça en fait. C'est exactement ça, c'est contre les intempéries. Mais il y a une particularité sur les divinités du sol, sur la divinité du sol Bangmaru, eh bien c'est que cette figure vénérée chez les Tchépang, elle n'est pas vénérée tous les ans, elle est vénérée une fois tous les 3 à 5 ans. Et puis elle semble être moins spécifique à l'agriculture, parce que les Tchépang se sont sédentarisés dans les années 60, pour les derniers, et dans leur langage, ils n'ont pas de vocabulaire lié à l'agriculture. Donc c'est moins lié à l'agriculture que les autres. Et en plus, c'est plus rare, 3 à 5 ans, alors que les autres, c'est tous les ans. Donc là, et ça prend la forme de terre-mer, alors que là, c'est vraiment de la divinité du sol, la divinité du sol. Avec cette interview, j'avais trouvé un axe de cette revue.
Selon une communication personnelle avec Diana Riboli, qui a beaucoup travaillé sur les Tchépang, elle me disait que le culte de Bumi chez les Tchépang eh bien, est peut-être plus récent chez les Tchépang que dans les autres populations, car dans les années 90, elle n'était pas une divinité si importante dans le panthéon de Tchépang. Donc voilà un peu les caractéristiques entre les divinités du sol dans les Tchépang et dans les autres populations, et on voit un peu certaines spécificités liées à la population de Tchépang. Donc je suis parti de cet article-là, et avec les photos du linguiste Ross Cogelet, qui a beaucoup travaillé, qui d'ailleurs qui a fait toutes ses recherches sur les Tchépang, nous avons un peu discuté, il m'a envoyé certaines photos, et ici, il y a une cérémonie qui est liée à la divinité du sol, chez les Tchépang, dans les années 69, et on voit ici eh bien, le kodo, le millet, la récolte de millet, et on prie la divinité du sol, soit pour la remercier, soit pour lui demander que eh bien, les prochaines récoltes se passent bien. C'est intimement lié au chamanisme. J'ai continué ma recherche en épluchant les dictionnaires de Ross Cogelet. Il en a fait 2 en 2015 et en 2010. Et on tombe sur des mots comme les ancêtres qui vivent dans les mondes souterrains. Shikyam Aito, Shikyam Ai. Les pierres du monde souterrain, d'où viennent les gens? Jadalbang. Les habitants d'un niveau du monde souterrain. Les habitants mythiques d'un niveau souterrain. Bang Klaik Me. Alors, avec cette divinité du sol, Bang Maru, qui est un peu spécifique au Tchépang, et avec cette notion, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose chez les Tchépang de particulier avec leur territoire et avec leur conception des 3 mondes, notamment des mondes souterrains. Parce que on sait que les Tchépang, eh bien, ils ont une spécificité, c'est que leurs ancêtres vivent dans les mondes souterrains. Je vais en reparler après. Et dans le dictionnaire de 2000, encore d'autres notions, encore d'autres mots. Shaman Bang, les pierres du monde souterrain, et les habitants du monde souterrain Bang Loi Me, et les habitants du monde souterrain, comme les humains, Nalai Mai. Ils sont intimement liés au monde souterrain, les ancêtres des Tchépang. Ils vénèrent les ancêtres du monde souterrain avec différents festivals, notamment la Nwagi, mais aussi sur des cérémonies de soins. Ici, Sita Tchépang en 2018, ici Prem Bahadur en 2017, ici c'est au Dading, et ici c'est au Dading, et c'est Purma Bahadur. Donc intimement liés au sol. Alors, les autres populations du Népal, par exemple si on prend les Kham, les Magars du Nord, Cohen de Sal a bien étudié, les chamans vont dans le monde d'en bas pour récupérer les âmes qui sont perdues. Mais ce n'est pas leurs ancêtres qui y habitent. Alors le chaman va chercher l'âme du monde d'en bas, et puis dans notre monde, il va s'arc-bouter, des assistants vont prendre la personne malade, le mettre sur le dos, et va mimer l'âme qui remonte. Les Tangmi, où Sarah Schneiderman a beaucoup travaillé chez les Tangmi, ils sont aussi intimement liés au sol, au dieu du sol. Leur dieu du sol est dans une pierre noire, et la pierre noire du dieu du sol et le terrain sont intimement liés. Mais ce qui fait la spécificité des Tchépang, c'est vraiment leurs ancêtres dans le monde souterrain. Et c'est très intéressant. Offrande des mondes souterrains, récolte aux ancêtres souterrains. Alors, ce vocabulaire que je viens de vous montrer, c'est un vocabulaire qui est adapté à leur système de pensée. C'est vraiment des invariants. C'est des invariants eh bien, qui stipulent, qui montrent leur système de pensée, et notamment chamanique. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc l'origine des Tchépang. Alors, Tchépang peut s'écrire de différentes manières, ça dépend, il y a 2 manières de translittérer. Si c'est CH, ça peut être celui-là, si c'est CHH, ça peut être un autre. Bon, en tout cas, ils sont prononcés chez eux aussi Tchébang. Et les Tchépang font, je résume un peu, les Tchépang font partie intégrante de ce que Hodgson, donc Hodgson qui était un Britannique, un diplomate britannique, qui a beaucoup travaillé sur les populations minoritaires du Népal. Et surtout, c'est le premier à avoir travaillé avec les Tchépang, à avoir découvert, à avoir écrit sur les Tchépang. Et on est en 1750 et quelques.
Donc c'est vraiment moitié du XVIIIe siècle. Ces populations sacrifiées restent longtemps en dehors de la civilisation népalaise. Certains Tchépang ont mené une vie nomade jusqu'en les années 60, je le disais, et résident dans des abris naturels, grottes et cavernes, comme le soutiennent Oxon en 1848, en 1966 Geste, en 1982 Coglet, Riboli en 2001. Et l'histoire des Tchépang semble commencer ici, sur cette terre du Népal. Je n'ai trouvé aucune traduction suggérant que les Tchépang aient vécu dans d'autres lieux que celui où ils vivent actuellement. Il n'existe pas non plus de preuves provenant de sources historiques externes. Alors, ici c'est un musée de Tchépang, et vous allez voir toutes les photos du musée sont liées à la caverne, aux grottes, aux abris sous roches. Je vous les passe très succinctement. Ici, les Tchépang sont toujours représentés. Ici, c'est une de mes photos, un abri sous roche. Ici, c'est une de mes photos, dans le Dading, un abri sous roche. Et à chaque fois, on nous montre. Car quand ils étaient nomades, eh bien, ils allaient dans ces abris sous roche pour passer des nuits, puis ensuite, ils revenaient dans leurs kim. Les kim, c'est des petites maisons en paille. Ça s'appelle des lyumpak. Lyumpuk, des abris sous roche temporairement occupés. Je voudrais revenir très succinctement là-dessus. L'origine des Tchépang. Alors, on dit qu'ils viennent... alors, moi, de plus en plus, je travaille avec eux, et de plus en plus, je crois qu'ils viennent du nord de la Birmanie ou du sud de la Chine. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je regardais sur Ushuaïa TV une émission, et j'ai trouvé que le faciès de cette population minoritaire de la nord de la Birmanie est exactement pareil que les Tchépang. Si on ne m'avait rien dit, j'aurais pu croire que c'était la même chose. Alors je pense qu'ils sont passés par la route sud-himalayenne avec les Raotés, les Rajis apparentés, et qui ensuite ils sont venus dans les moyennes collines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont dans leur vocabulaire aucune manière de dire, aucun vocabulaire lié à la montagne. Le gel, le froid, la neige n'existent pas dans leur vocabulaire. Et ils ont vraiment eu un mode de vie des chasseurs-cueilleurs des forêts des plaines, plutôt que des populations de haute montagne. Donc ici, une photo, un dessin de Oxon qui nous montre un Tchépang en 1857. Je crois que je me suis trompé de date quand je vous ai présenté Oxon tout à l'heure. Je vous ai dit 1750, 1850, et ici, une de mes photos en 2017. J'ai dit... je me suis trompé d'un siècle. Alors, pour savoir, donc là, on pense qu'ils viennent du nord de la Birmanie ou du sud de la Chine, mais aussi, il y avait très peu d'éléments sur le mot Tchépang lui-même. Alors, Ross Coglet a essayé, en faisant une réflexion sur les morphèmes, de décomposer Shio Bang, et il a découvert que Shio pouvait se traduire par extrémité, bout ou fin d'histoire, et Bang par pierre et malédiction. Et il donne 3 traductions. Soit pointe de rocher, qui évoque l'habitation montagneuse de cette population, soit maudit des trobus, qui indique leur faible position sociale, soit se fait par la traduction de la racine Cho, personne accolée à Bang. Et ici, Navin Karai, en 85, qui a fait une étude sur les Tchépang, corrobore la première version, pointe de rocher. Alors c'est très intéressant parce qu'ils sont liés au monde souterrain, leurs ancêtres viennent du monde souterrain, les mots sur les mondes souterrains, les grottes, etc. Et on voit bien que, il y a ces invariants qui structurent le groupe encore de nos jours. Alors il y a eu d'autres interprétations complètement erronées, mais il faut le dire parce qu'on les retrouve énormément dans les livres, dans les livres ethnologiques, la littérature ethnographique. On peut retrouver aussi des belles bêtises, et notamment celle-ci, qui font état de la traduction pour Tchépang de chien et de flèche. Ou encore dans Ganesh Gurung, The Tchépang Study in Continuity and Change, dans les années 80, fin 80, de Che qui veut dire chien et Pang qui veut dire pierre, avec l'explication qu'ils auraient vécu dans des grottes de pierre entourées de chiens qu'ils chassaient et mangeaient.
Alors c'est vraiment n'importe quoi, les Tchepang nous le disent. Un nombre important de Tchepang refuse cette explication et accuse les castes supérieures de les rabaisser avec des mythes extravagants. Il ne nous a été communiqué aucune traduction du mot chien avec chez, que ce soit dans les dictionnaires de Roscoglay ou que ce soit mes propres recherches sur le terrain. Selon Drupadichari, cette hypothèse pourrait avoir été induite en erreur par le fait que les gens des collines ont l'habitude d'ordonner aux chiens de venir ou pour attirer son attention par l'onomatopée « Tchaï, tchaï, tchaï » et le chien arrive. Alors c'est peut-être une explication, c'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Ce qui est très intéressant dans les Tchepang, eh bien, c'est quand ils comptent au-dessus de 3, les locuteurs Tchepang utilisent normalement le système décimal népalais jusqu'à 10. Mais pour compter les oiseaux, pour compter le gibier, pour compter les chauves-souris, pour compter les animaux, eh bien, ils utilisent un autre système, c'est le système duodécimal. Et je vous donne un exemple ici pour le Yat al-Sumyo. Yat veut dire une, Ale veut dire douzaine, une douzaine, plus 3, Sunj égale 15. Et alors pour compter les animaux, ils utilisent ce système. Ils ne sont plus nomades, mais néanmoins, ils ne chassent plus avec les flèches. Mais néanmoins, eh bien, la forêt est là et ils sont intimement liés à cette forêt, à cette nature. D'où je tiens à préciser que le mot nature n'existe pas chez Tchepang. Dans le dictionnaire, ça n'existe pas, c'est une conception très occidentale. Ici, on les voit avec un piège, chasser la biche. Ici, on les voit attraper des grenouilles. Ici, on les voit pêcher dans les années 71 par Roscoglay. Et ici, on les voit attraper la chauve-souris. On m'en a déjà proposé, mais je n'étais pas très motivé avec cette belle photo du filet. Alors, pour compter les animaux, c'est la manière duodécimale. Et un piège à oiseaux utilisant des bâtons avec de la gomme, oiseaux capturés. Par Roscoglay aussi. Maintenant, la structure des mondes. La structure des mondes Tchepang, la structure des mondes chamaniques, la cosmographie chamanique. Les chamans Tchepang et les autres populations, je généralise, chaque chaman en fait peut dire ce qu'il veut, mais en règle générale, on dit qu'il y a 9 niveaux supérieurs et 7 niveaux inférieurs. Et c'est le but du chamanisme. Il voyage aisément entre ces 3 mondes, le nôtre, en haut, en bas. Mais certains Tchepang parlent de 12 étages inférieurs et de 22 étages supérieurs. Et c'est très intéressant, car quand on cherche un peu, eh bien, il y aurait un autre système pour compter. Mais c'est un système qui compte les esprits, qui est différent de celui pour compter les animaux, mais qui est aussi sur la base de 12. Et donc là, on peut voir Oxon, qui a fait sa recherche. Ici, c'est Roscoglay, qui a fait une révision de sa première version. Et ici, c'est le proto-tibétan birman, proto-tibéto-birman. C'est pour donner une base, en fait. Et quand on regarde, Yagi Sum Klei Ponga Plek Taguji Lukum Trakare, eh bien c'est la manière de compter les esprits. Et alors, à partir de là, à partir de cette nouvelle manière de Tchepang, de cette manière spécifique au Tchepang, est-ce qu'on peut expliquer eh bien, cette différence de niveau par rapport aux populations voisines? C'est ce que j'aimais dans l'article, et je pense qu'il faut que je reparte là-bas pour en savoir un peu plus. En tout cas, le mot dans le dictionnaire de Roscoglay, la place souterraine de 10 niveaux, indique bien qu'il y a des niveaux encore plus bas que les niveaux généralement considérés. Des Shakela. Et puis, pour finir, toujours sur le thème des territoires Tchepang, ça, ce n'est pas une particularité au Tchepang, mais il y a quand même quelque chose à signaler. L'appellation correspondant au clan de Tchepang, déterminée par le lieu d'origine où il résidait. Déjà à l'époque, chez les Tchepang, il n'y avait pas de clan. À l'origine, il n'y avait pas de clan. Les clans sont apparus beaucoup plus tard, et je n'arrive pas à tout saisir encore sur
le nombre de clans et si certains disent qu'ils ont des clans, d'autres qu'ils n'en ont pas, et ça dépend des régions. Je pense que ce sera une part de ma recherche doctorale. En tout cas, le clan prénommé Tipang eh bien, est dit d'avoir évolué près d'une source d'eau, parce que Ti veut dire eau. Les Ringdung habitaient certainement des maisons en bambou. Ring se traduisait par plante de bambou, et Dung, l'intérieur d'une habitation. Si on regarde un peu leurs voisins, les Magars du Nord, eh bien, eux aussi, leur appellation des clans correspondent à un lieu d'origine où ils résidaient. Sauf que pour eux, eh bien, ce sont des noms propres. Ça va être une sorte des noms propres. Un village, etc. Tandis que là, ce n'est pas du tout des noms propres, ce sont des noms communs. L'eau, la plante, l'intérieur du bambou. C'est une petite différence. Pour finir, j'en parle pas du tout, mais c'est une information que j'ai eue hier. Ça a été pris dans l'ouest de Manpur en fin des années 60. Chaque statue représente une divinité. On m'a parlé de Mahakali et on m'a parlé de Shiva, de Mahakali et on m'a parlé de Ganesh, donc hindou. Chaque chaman Chepang aurait sa propre divinité et ce serait une cérémonie liée au dieu du sol avec des représentations hindoues. Et ce serait un rituel qui se passerait en décembre, dans les années 60. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que eh bien, la veille de cette photo, les Chepang ont fait la fête avec des tamangs, ont beaucoup bu, et ce serait une cérémonie qui reviendrait tous les ans. Alors si c'est aussi important pour moi et pour mes recherches dans le cadre du doctorat que je suis en train de faire, c'est que j'ai jamais rarement vu de statues en bois chez les Chepang, encore moins de représentations d'ancêtres ou de divinités. Et là, on voit chaque pandey, donc le chaman Chepang, qui a sa propre statue et qui vénère des dieux indo-ariens ou védiques ou pré-védiques. C'est intéressant et c'est à creuser.